Salut à toutes, salut à tous, très heureux de vous retrouver sur YouTube. On est ensemble pour parler de la saison 2026 dans un décor que vous connaissez très bien, c'est celui de Bistro Vélo évidemment. Bistro Vélo qui reviendra dans quelques jours. Ça y est, on y est, c'est le début de la saison 2026 de cyclisme, une saison que vous allez suivre avec nous sur Eurosport, sur HBO Max, comme tous les ans, et avec Monsieur Steve Chenel. Ça va Steve ? Écoute, ça va. Très excité avec cette nouvelle saison qui va démarrer, 2026. Il y a eu beaucoup de coureurs qui ont changé d'équipe, qui sont partis vers d'autres horizons. Je pense qu'on va se régaler, comme d'habitude. Eh ben ça tombe bien, tu me tends une perche Steve. Il y a eu beaucoup de mouvements, il s'est passé plein de choses. Pendant l'hiver, pas mal de changements d'effectifs, dans les staffs également ça a bougé, même des noms d'équipes qui ont évolué. Et puis les programmes des différents coureurs pour cette année 2026 qui ont été dévoilés. Alors nous on s'est dit avec Steve, il s'est passé tellement de choses que ça va peut-être nous faire du bien de se rafraîchir un petit peu la mémoire, de vous rafraîchir la mémoire et de vous donner toutes les cartes, toutes les clés pour pouvoir suivre de la meilleure des manières la saison 2026 avec nous. Une saison 2026 qu'on a l'habitude de dire qu'elle démarre avec le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. C'est un peu le coup d'envoi. Oui, il y a le Down Under avant, il y a quelques courses, il y a des championnats nationaux un petit peu ailleurs, mais c'est quand même Marseille qui donne le coup d'envoi. Ouais, le vrai coup d'envoi, j'ai envie de dire, pour les puristes, c'est le Grand Prix La Marseillaise, fin janvier, début février, le week-end d'ailleurs des championnats du monde de cyclocross. Donc effectivement, on attend ce départ en Europe, puisque les courses que tu viens de citer, Louis-Pierre, c'est sur le continent australien avec le Down Under, etc. Ouais, on attend la Marseillaise avec impatience. Tous les coureurs d'ailleurs attendent la Marseillaise avec impatience, puisque les stages ont été effectués en novembre, en décembre. Normalement, la condition, elle est là. Maintenant, il faudra faire la course, mettre le premier dossard et voir comment d'ailleurs on va commencer cette saison. Exactement. Et ce Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, il se tiendra sur Eurosport, évidemment, sur HBO Max, le 1er février, le même jour que les championnats du monde de cyclocross du côté de Hulst, qui seront également à suivre avec nous sur Eurosport. Et on s'est dit avec Steve, tous les jours, jusqu'au 1er février, jusqu'au Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, eh bien, on va vous présenter une formation ou deux du World Tour. Vous rappelez un petit peu ce qu'ils ont fait l'année dernière en 2025, qui est parti de cette équipe, qui est venu renforcer l'effectif. Et puis, on connaît les programmes maintenant. Pratiquement toutes les équipes ont donné les programmes de leurs coureurs pour l'année 2026. Donc, on se projettera un petit peu et voir un petit peu eh bien, quel coureur sera sur quelle course, avec quel objectif. Et puis, on pronostiquera aussi un petit peu les ambitions de chaque équipe. Ça te va ? Ouais, les tendances, je crois que c'est intéressant toujours en début de saison de faire un petit rappel de pourquoi il a quitté telle équipe, pourquoi il est arrivé dans telle équipe, quels sont les objectifs de chacun et chacune, parce que toutes les équipes communiquent maintenant sur les différents programmes, comme tu l'as dit. Donc ouais, je pense que c'est super intéressant, on va se régaler et puis surtout, on va pouvoir vraiment se replonger, vraiment, parce que ça fait quand même 3 mois qu'on les a perdus de vue, nos coureurs. Donc la Marseillaise va débuter dans quelques jours. C'est le moment de se replonger puis de faire nos petits devoirs. C'est parti, on y va. Une équipe ou deux par jour. On se retrouve comme ça chaque jour sur YouTube, sur eurosport.fr avec Steve Chenel évidemment, et puis vous pourrez jouer avec nous également parce qu'à la fin de chaque présentation d'équipe, on pronostiquera le nombre de victoires. Allez chercher déjà une tablette, une ardoise ou même un bout de papier, ce qui traîne sur votre table, un bout de nappe, n'importe quoi, prenez ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main et vous pouvez jouer avec nous. T'es prêt ? Allez. C'est Seb Petit qui est aux manettes, Sébastien Petit, qui va tirer au sort comme ça chaque jour une équipe sur l'ordinateur. Je te laisse activer le tirage au sort Seb, et tu nous dis avec quelle équipe on démarre aujourd'hui. Paf. Direct. Une équipe française, d'entrée de jeu. Alors il est pas chauvin notre Seb. Il n'est pas connu pour ça. Seb, il nous met le Décathlon CMA CGM comme ça. Direct. Décathlon CMA CGM, forcément, il y a plein de choses à dire. Ça tombe bien pour la première. Je t'avoue que si on était tombé sur une petite équipe, on aurait été embêté. Bardiani. Bardiani. On a dit les World Tour. Ah, pardon. Les World Tour, on fera un petit mot sur les contis françaises, les contis pro françaises également au nombre de 3 cette année. On démarre avec Décathlon CMA CGM. Ouais. On a plein de trucs. De toute façon, sur cette équipe, ça va être assez simple d'en parler. Steve, un petit rappel peut-être sur la saison 2025 de l'équipe Décathlon CMA CGM. 26 victoires au total pour la formation désormais emmenée par Dominique Sériès. Une belle saison pour l'équipe Décathlon CMA CGM. Comment tu as jugé cet exercice 2025 ? Oui, une belle saison. Après, c'est vrai qu'elle avait une ADN d'être vraiment présente sur les classements généraux, de toujours gagner une étape sur le Tour de France. Il me semble que c'est Nicolas Prodhomme qui a gagné la seule victoire sur un grand tour au Giro. C'était l'année dernière. Oui, et puis évidemment, on attendait tous de voir ce qu'allait donner Paul Sexas. Médaille de bronze au championnat d'Europe, il a été énorme. Après, ce que je retiens surtout, c'est le recrutement tout au long de l'année. Ils ont très bien communiqué, ils ont été allés chercher des très grands noms. On sent qu'il y a vraiment là, ça y est, on a changé de registre. Déjà, le fait d'avoir écarté Vincent Lavenu, qui était quand même le fondateur de cette équipe, de mettre Dominique Sériès.
Maintenant, à voir. On a été chercher des gros budgets avec un nouveau sponsor titre également. On a quitté AG2R pour CMA, je vais y arriver. CMA, CGM. Et puis des très grands noms, des coureurs expérimentés. Alors, ça va être énorme. Tu vas vite, toi. Hein. Le mercato, on va en parler dans un instant. On va quand même rester, effectivement, c'est intéressant ce que tu disais sur leur année 2025. C'est une équipe, je me rappelle de Julien Jourdi qui disait toujours il faut gagner une étape sur le Tour. Oui. On veut gagner des étapes sur les 3 grands tours. Et c'est vrai que l'année dernière, il a fallu attendre la toute fin du Giro pour avoir une victoire sur le Tour d'Italie. C'était lors de la 19e étape avec Nico Prodhomme, qui avait brillamment remporté une étape. Il avait été à l'attaque tous les jours, il avait été énorme l'année dernière. C'est d'ailleurs la saison qui l'a vraiment révélé, Nicolas Prodhomme. Et c'est vrai que ça fait finalement assez peu quand on regarde les résultats. En World Tour l'année dernière, il y a une victoire pour Vendrame sur Tirreno, qui s'en va d'ailleurs. La victoire de Nico Prodhomme sur le Giro. Paul Lapera au Tour de Pologne. Ah oui, c'est vrai, Paul en fin de saison, c'était très fort. En World Tour, ça en fait que 3. 3 victoires en World Tour, 26 victoires. Donc oui, le bilan est bon parce que tu gagnes une étape sur un grand tour. Allez, ce qui te sauve peut-être la baraque. Le titre de champion de France de Dorian Godon. Oui, c'est vrai qu'on a oublié le titre de Dorian Godon, qui s'en va d'ailleurs, comme Vendrame. Il y a eu pas mal de turnover. Après, on est toujours sur l'instant T. Quand on repense un petit peu à la fin de saison, on repense à Paris Tour avec Paul Lapera qui marchait très très fort. Oui, c'est vrai que ça reste peu par rapport à une équipe qui, justement, sur le papier, faisait office de très grande équipe à surveiller. On attendait Félix Gall un petit peu mieux également pour le classement général. Maintenant, on le sait. Il n'a pas gagné Gall l'année dernière. Non, il n'a pas gagné. Non, moi je pense que la saison est quand même plutôt bonne, malgré tout. Quand on gagne déjà quand même une étape sur un grand tour, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient gagner une seule fois sur un grand tour. Le maillot de champion de France, ça aussi, on sait, oui, les deux maillots. Parce que Bruno Armirail a été sacré champion de France du chrono. Et il s'en va aussi. Mais je crois qu'on n'avait pas envie de faire de maillot de champion de France chez Decathlon. On n'avait pas envie de s'enquiquiner avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une équipe. Voilà, je pense que le bilan. Il est plutôt pas mal, mais on avait déjà les yeux de toute façon rivés sur 2026. C'était vraiment une année de transition et je pense que la saison 2026 devrait en tout cas être bien meilleure et devra être meilleure. On a été vraiment dans ce sens avec le recrutement, avec le staff également. Donc ça va être fou. On y va. Le mercato, parce que Steve il veut enchaîner. Ouais, le mercato de cette équipe Decathlon CMA CGM, il est impressionnant. Tiens, un petit mot avant de parler de l'arrivée des départs, parce que tu as parlé justement de Bruno Armirail qui est parti, de Dorian Godon qui est parti également. Là, on a fait un grand ménage. On a fait un très très grand ménage, Steve, quand on regarde un petit peu ce mercato. Les départs de Dorian Godon, de Bruno Armirail, Clément Berthet qui est parti, Bastien Tronchon, Benoît Cosnefroy, Nance Peters. On tourne véritablement une page. Ouais, on tourne effectivement une page et puis on a aussi, je pense, pas mal dégraissé en termes de salaire, de financement. Et puis surtout, je vois… Quand je regarde la colonne de gauche… mais justement, il y a plus de départs que d'arrivées. Donc on a pris 2 coureurs pour 1 par exemple. Mais moi, ce que je retiens quand même, c'est l'internationalisation. 8 Français qui s'en vont, dont Benoît qui était au départ, dont Nance Peters. C'est vraiment une page qui se tourne. Et après, mis à part Antoine Lotte, tout le reste, c'est tous des étrangers avec de l'expérience, avec un passif qui amène énormément. Déjà l'année dernière, on était surpris quand même de voir que Lucro quand même était directeur sportif de cette équipe. Je crois qu'elle veut tout simplement aujourd'hui être l'égale des Visma, des UAE. Et il ne faut pas regarder le drapeau en face du coureur. Il faut s'internationaliser et finalement essayer d'aller vraiment chercher les meilleurs. Et finalement, pour moi, ce mercato, c'est Olaf Koy, il fait partie des 5 meilleurs sprinteurs du monde. Tish Benoot, il fait partie des lieutenants parmi les 5 meilleurs du monde. Et puis on a composé un train autour d'Olaf Koy avec, pour moi, des coureurs qui ont énormément d'expérience, les Danoule, notamment les Kesbol. Ça, c'est des coureurs qui sont énormissimes. Le travail de l'ombre. Donc, honnêtement, je vais avoir une grande attente auprès de cette équipe parce qu'elle a vraiment changé complètement son ADN. Et quand on change son ADN et que ça fonctionne, on félicitera vraiment ceux qui ont décidé de changer tous ces 30 ans de passif. Je parlais de 26 victoires l'année dernière pour la Decathlon CMA CGM. Si on regarde l'année 2025, juste d'Olaf Koy avec la Visma Lease Bike, il en claque Oman, il en claque 2, Tirreno, 2 sur le Giro, 1 en Pologne, 1 au Renewi, 3 en Grande-Bretagne. Voilà, il y a déjà plus de 10 victoires à lui tout seul. Il gagne à Iceberg également, Olaf Koy. C'est celui qui va faire la différence au niveau du nombre de victoires. Il faut un garçon comme Olaf Koy quand on veut… je dirais aller taper à la porte des très grands. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe Decathlon CMA CGM, sur le papier,
Elle n'a pas à rougir avec des coureurs comme ça face au Visma Lease Bike, au UAE, au Lidl Trek. Tu la mets dans la même cour maintenant ? Ouais, très clairement. Olaf Koy, comme je l'ai dit, il fait partie des 5 meilleurs sprinteurs du monde. On était très déçus de. Oh oui. Tu mets qui devant lui alors ? Tu mets qui avec lui ? Je mets Milan, Merlier, Philipsen. Je le mets en 4. 4 ou 5. On peut peut-être rajouter un Paul Magnier quand il est bien emmené. Après, il faut regarder les Corbin Strong, mais pour moi, c'est un petit cran en dessous quand même. Donc, non, il est très très bon. Et on sait qu'un sprinter, lorsqu'il gagne, il impulse aussi vraiment des bonnes ondes à toute son équipe. Lorsque vous voyez le compteur qui s'affole, 2 victoires, 3 victoires, 4 victoires, ça met tout le monde en confiance, ça décomplexe et ça permet de courir toujours sur l'avant. Pour moi, Olaf Koy, c'est vraiment un élément clé au sein de cette formation. Maintenant, voir comment ça se goupille aussi avec son train. Parce qu'on sait qu'il faut toujours quelques petits automatismes. Les stages, il n'y a pas de soucis, ils ont travaillé. Mais quand on a un dossard sur le dos et qu'on a une meute et qu'on a un peloton complet, c'est plus compliqué d'aller scorer. Mais pour moi, Olaf Koy reste le coureur qui devrait effectivement marquer les esprits pour la formation Décathlon. La meute. Combien de victoires pour Olaf Koy Allez-y. De votre côté, n'hésitez pas à répondre également dans les commentaires. On regardera à la fin de la saison. Attention, on fera les bilans. Combien de victoires, selon toi, pour Koy en 2026 avec l'équipe Décathlon CMA CGM ? Et après, je te donne son programme. Faut que je te donne un chiffre très précis ou une fourchette ? J'ai pas besoin de fourchette, on a déjà mangé. Allez, on va dire 12 victoires pour Olaf Koy. Ah, c'est pas mal. 12 victoires. N'hésitez pas à répondre. Vous aussi, Olaf Koy qui lance sa saison du côté du Tour des Émirats Arabes Unis, qui sera ensuite sur l'Omloop Newsblad, sur Kurt Bruxelles-Kurn. On le verra en France ensuite, du côté de Paris-Nice. Et puis, il sera au départ du Tour de France. Un Tour 4 de France. alors. 4. C'est trop gros, il vise trop gros. Tour de France avec un objectif déjà annoncé, maillot vert. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on connaît ceux qui vont participer au Tour de France, on sait que Mats Pedersen vise le maillot vert également, on sait qu'on a toujours des bons sprinteurs au départ du Tour, il y aura Wout van Aert également qui sera au départ du Tour, on en reparlera dans un prochain épisode. Est-ce qu'aujourd'hui, l'objectif maillot vert pour Olaf Koy, il est vraiment réalisable ? Est-ce qu'on se dit pas qu'on voit un peu gros ? Non, je pense pas. Je pense qu'on voit pas trop gros. Quand on est sprinter et qu'on va sur le Tour avec l'objectif de gagner 3, 4 étapes, forcément derrière le maillot vert vient en second objectif. C'est un coureur qui s'est bien amélioré dans la montagne, coureur qui sait courir, il aime... Il a fait que 2 grands tours. Il a fait 2 fois le Giro, il a jamais fait le Tour, jamais fait la Vuelta. C'est pas gênant. Il va être... De toute façon, il va être dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension au sein de cette formation. Il va être attendu, il va être poussé. On va, je pense, s'articuler aussi autour de lui, même s'il y a toujours l'objectif du classement général avec Félix Gall ou Paul Sexas à voir. Mais voilà, de toute façon, les victoires te font engranger des points. Et ces points te font être dans le classement du maillot vert. Et ensuite, il faut courir de manière intelligente, aller faire les sprints intermédiaires au bon endroit, au bon moment. Ouais, je tomberai pas de ma chaise si Olaf Koy met le maillot vert sur les champs. Tiens Seb, tu peux nous remettre le mercato de l'équipe Décathlon CMA CGM justement pour voir un petit peu les coureurs qui seront là pour l'accompagner. Il y a un Tobias Lund également qui est un coureur rapide, Dan Houle, Kesbol, ce sera un des meilleurs trains qui existent aujourd'hui. Sur le papier, encore une fois, quand on prend chaque individualité, on sait que ça va rouler très vite, que ça va être devant, que ça va se régler au fur et à mesure des courses. Mais attention, entre des individualités et un collectif, c'est 2 choses complètement différentes. Il va falloir vraiment bien s'entendre. Qui va être le vrai poisson pilote de Olaf Koy ? C'est un petit peu la question que je me pose. On sait que par le passé, une simple doublette fonctionnait parfaitement. Cavendish avec Mark Renshaw, Tim Merlier avec Van Lerberge. C'est souvent des duos. Là, on sent qu'il y a un groupe de 3-4. Mais qui va être le dernier à lancer Olaf Koy ? Et on sait que cette place de poisson pilote, elle est primordiale pour que le sprinter soit vraiment dans les meilleures dispositions. Il n'est plus qu'à passer. Quand on regarde un petit peu, Loulou, les victoires de Koy l'année dernière, quand il était par exemple avec Brennan, on avait l'impression que c'était tellement facile parce que c'est Brennan qui faisait le travail. Et Olaf Koy venait conclure. Est-ce que Olaf Koy, dans une situation où il serait moins bien emmené, devant lancer le sprint d'un petit peu plus loin, un petit peu comme l'a fait Tim Merlier, qui pour moi est le sprinter numéro 1, ça peut être compliqué, mais malgré tout, c'est un coureur qui a une telle pointe de vitesse. Ouais. Non, il va scorer. Ça se trouve, Mark Renshaw, il sortira de la voiture. Aussi. On rappelle, Mark Renshaw, il sera dans l'encadrement autour d'Olaf Koy, au sein de cette équipe Décathlon CMA CGM. Donc, on a vraiment
mis tous les ingrédients. On est allé même chercher dans le staff pour vraiment construire quelque chose autour de l'AFCOI. On a compris que de toute façon, la pépite, on l'avait, mais après une pépite, ou alors vous prenez un diamant et il faut le façonner correctement pour en faire une belle bague. Si vous avez un mauvais polisseur, un mauvais bijoutier, vous ne faites pas une super bague. Mais quelle métaphore, c'est incroyable. T'es bien là. Mais du coup, je pense que c'est normal de vraiment s'entourer des meilleurs. Je pense que Mark Renshaw fait partie des meilleurs. Il suffit de regarder ce qu'il a fait avec Cavendish il y a quelques années pour qu'il aille chercher sa 36e victoire sur le Tour. Il va tout étudier, il va étudier les cartes, il va étudier vraiment les différents trains. Non, honnêtement, moi voilà, la seule question que je me pose, c'est qui sera devant lui à 350 mètres de la ligne. Une fois qu'on m'aura donné cette réponse du côté de Alou Latour, tu m'as dit ? Non, UAE, je t'ai dit. UAE, c'est bien, tu m'écoutes. et ben derrière, on pourra enquiller les gagnes. On a donc un pôle sprint, on l'a dit, autour de l'AFCOI, pôle classique avec du Tige Benoît, entre autres, c'est quand même pas mal, avec des bols également qui vont aller bien sur les classiques, et puis forcément le pôle montagne, le pôle classement général, parce que on a toujours connu l'équipe anciennement G2R la mondiale courir les classements généraux avec Romain Bardet, qu'on salue bien sûr, Romain, mais là on va franchir encore un nouveau cap. On a toujours Félix Gall qui sra tourné lui sur Tirreno, Catalogne, Giro, Vuelta. On ne nous annonce pas de tour a priori pour Félix Gall, puisqu'on aura Olaf Koy avec l'objectif du maillot vert. Je pense qu'on va mettre vraiment toutes les chances là-dessus. Et puis sur une possible présence, on va en reparler de Paul Sexas. Félix Gall, qu'est-ce que tu attends de Félix Gall pour cette nouvelle année avec l'équipe Decathlon CMA CGM qui va donc se focaliser sur le Giro cette année? Félix Gall, c'est pas un coureur très spectaculaire, il fait partie de ces coureurs qui suivent le plus longtemps possible et qui pètent le plus tard possible. C'est pas vraiment des attaquants nés, c'est pas vraiment des coureurs qui tentent des coups pour jouer éventuellement gagnant. 5e du Tour l'année dernière, 5e du Tour et 8e de la Vuelta. Félix Gall, on l'a vu 4e du Tour de Suisse également en 2025, 5e du Tour des Alpes. C'est quand même quelqu'un qui a été bien placé tout au long de la saison. Ouais, c'est un coureur qui est très régulier, qui n'a quasiment jamais de jour sans. Dans la montagne, c'est un excellent grimpeur. Contre la montre, il limite la casse. Maintenant, qu'est-ce que j'attends de Félix Gall pour être totalement transparent avec toi, rien. On sait qu'il y a une dizaine de coureurs qui se battent toujours pour rentrer dans le top 5 et avec quelques circonstances de course vont aller chercher une 3e place, une 4e place d'un grand tour, un petit peu comme l'a fait Ben O'Connor au sein de la formation à l'époque Decathlon à G2R. Il faut avoir des occasions, peut-être perdre beaucoup de temps pour après remonter et puis être dans le match, mais pour être franc avec toi, Félix Gall, s'il refait 5 du Tour, il y sera pas. 5 du Giro, déjà, pour moi, c'est une très belle performance et j'en attends pas plus. Bon, voilà. Ça c'est dit. Et puis forcément, celui que tout le monde attend, celui que vous attendez, c'est Paul Sexas. Paul Sexas, on connaît son programme, mais pas son programme de grand tour. Évidemment, parce que lors de la présentation de l'équipe Decathlon CMA CGM, on nous a annoncé un programme qui va jusqu'à Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques pour Paul Sexas, qui fera sa rentrée sur Eurosport. Évidemment, ce sera à l'occasion du Tour d'Algarve. Il enchaînera avec les Strade Bianche sur Eurosport, le Tour du Pays Basque, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Vous pourrez suivre toutes les courses de Paul Sexas avec nous. Steve, Paul Sexas, toute la fin d'année 2025, il y a eu cette espèce de hype. Ira ou pas au Tour de France, ira pas au Tour de France, c'est trop tôt, faut pas le cramer, mais il faut qu'il y aille. T'en penses quoi ? Avec une fois qu'on a entendu tout ce qu'on a entendu, parce que tout a été dit à peu près sur pour le Tour de France ou contre le Tour de France, toi aujourd'hui à l'heure d'établir les programmes de course entre guillemets des coureurs pour 2026, Paul Sexas, t'en fais quoi en 2026 ? Ils feront bien ce qu'ils veulent déjà. Parce que je suis pas dans le staff Decathlon CMA CGM. Ah bah ça y est, après, tu le tiens. Je le tiens. Deuxième fois, t'as vu ? Pas mal. Après, ils feront bien ce qu'ils veulent avec Paul Sexas. Moi, je pense sincèrement que c'est un coureur qui a un énorme talent, à qui on n'a pas envie de faire perdre de temps, mais d'un autre côté, ce serait peut-être dommage de lui faire perdre une année. Après, 19 ans, perdre un an, si on fait une carrière jusqu'à 30 ans, c'est pas vraiment, c'est pas inutile en tout cas de faire une année peut-être d'apprentissage. Alors j'ai vu aussi des gens qui disaient qu'il découvre le Tour et qu'il fasse que 2 semaines, qu'il aille plutôt à la Vuelta. Moi j'ai jamais participé au Tour déjà, donc je sais pas comment je pourrais réagir si on me disait tu vas au Tour ou pas du tout. En tout cas j'y ai fait 2 grands tours, le Giro, la Vuelta, et très clairement ça reste quand même des courses où il faut un physique et un mental. Je crois qu'il l'a.
est-ce qu'on ne le lancerait pas direct dans le grand bain du Tour? Je pense qu'ils doivent se gratter la tête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des sceptiques et il y aura des gens satisfaits. Les suiveurs, on est tous à attendre Paul Sexas sur le Tour. On est tous là à espérer qu'il gagne un jour le Tour. Mais honnêtement, je serais moins surpris de le voir, par exemple, jouer un podium sur Liège-Bastogne-Liège que de jouer déjà un top 5 sur le Tour. Sur une course d'un jour, on l'a vu, il a des garanties, il nous a montré sur les championnats d'Europe, les championnats du monde en 2025 qu'il était énormissime. Sur 3 semaines, c'est quand même le lancer dans l'inconnu, même s'il a déjà gagné un Tour de l'Avenir, mais un Tour de l'Avenir sur quoi, 9 jours? Là, c'est plus du double. 8. Donc, on verra bien, mais moi, j'attends rien de Paul Sexas sur les grands tours, mais vraiment rien. Qui continue à apprendre. 6 jours l'avenir. Ouais, 6 jours. Je te rends chercher, je galère. Donc comme quoi, tu vois. Ouais. Mais par contre, de voir un Paul Sexas jouer à Liège-Bastogne-Liège. Tu me parles d'Estrade Bianche. On sait que c'est un coureur qui a fait du cyclocross dans sa jeunesse, qui a été champion de France dans les catégories de jeunes, coureur très technique. Ouais, c'est là déjà. Aller chercher des petites performances là, voire des grosses performances, et puis ensuite aller sur les grands tours. Il y a une telle hype autour des grands tours qu'on a l'impression que c'est les grands tours qui accaparent tout le calendrier de l'année. Ah ben, je suis d'accord avec toi. Alors que finalement, l'Algarve, il est capable d'aller titiller les meilleurs déjà sur le Tour d'Algarve. Exactement. Et à la fin de l'année, quand on fait le bilan, tu sais, des victoires, si le mec il se prépare que pour le Tour, qui passe au travers, il a fait une saison de merde, mais il a tout mis pour le Tour. Par contre, s'il va chercher, un podium à Algarve, une victoire d'étape au Pays Basque, un top 5 à Liège, et ben en fin de saison, le bilan il est meilleur. Donc sur les grands tours. Tranquille. On rappelle son année 2025, il avait démarré sur la Marseillaise avec une 5e place, 2e de Paris-Camembert également, et puis ensuite on l'avait vu 12e du Tour des Alpes où il avait laissé la victoire à Nico Prodhomme le dernier jour. Ils étaient arrivés ensemble, 8e du Critérium du Dauphiné également avec une 10e place sur le chrono notamment, et puis ensuite on l'avait vu 3e du championnat de France du contre-la-montre, vainqueur du Tour de l'Avenir, et puis on se souvient évidemment de sa 3e place sur les championnats d'Europe en France, Andromardèche, avant de terminer sa saison en Lombardie avec une 7e place sur le Tour de Lombardie. Paul Sexas, l'avenir devant lui donc. Oui. Une fois qu'on a dit tout ça, Steve, un petit mot quand même sur Riccitello. Ouais. Parce que moi je ne sais pas pourquoi ce transfert me hype pas mal. Mathieu Riccitello, ce qu'il a montré sur la Vuelta, on rappelle, il était avec l'équipe Israël Premier Tech, qui était quand même... bousculé. Pas en odeur de sainteté sur les routes de la Vuelta. Ouais. Et ben malgré ça, parce qu'il faut quand même être costaud dans la tête, on rappelle que l'Américain, il est jeune, il a 23 ans, il faut quand même être fort dans la tête pour s'accrocher comme il s'est accroché, terminer meilleur jeune du Tour d'Espagne, terminer 5e du classement général pour son 3e grand tour. Mathieu Riccitello, c'est quand même de belles promesses, non ? Complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est pas le nom le plus rugissant. Si on vous demande, tiens, sur YouTube, là, vous nous dites un coureur capable de rentrer dans les 10 d'un grand tour, je suis pas sûr que vous citez beaucoup Riccitello parce que effectivement l'année dernière, on avait l'impression que c'était une surprise de le voir à ce niveau-là sur la Vuelta. C'était une surprise malgré tout parce que t'es pas très connu, mais c'est surtout un coureur, je pense, effectivement, qui est encore en phase de progression. À 23 ans, tu l'as dit. Donc, je pense qu'on a été quand même assez malin chez Decathlon. Prendre un coureur comme ça, c'est plutôt intelligent. Le mettre, pourquoi pas, avec Félix Gall sur le Giro ou sur la Vuelta, voire même sur le Tour. Il est annoncé pour l'instant à la Vuelta. Donc, c'est très intelligent et ça va permettre en tout cas d'avoir peut-être 2 cartes. On sait qu'on aimait bien chez Decathlon justement dans l'ADN toujours venir avec 2 cartes. Et là, avec un Riccitello, encore une fois, pareil, plutôt en mode suiveur. Pourquoi pas lui faire perdre du temps pour ensuite aller gagner des victoires d'étape. Pourquoi pas confirmer cette Vuelta. Non, très très bonne recrue. Et puis je pense que comme c'est un coureur justement qui était pas forcément très connu, je pense qu'il ne devait pas être très très cher malgré sa 5e place. Donc c'est intelligent. Je rappelle ses résultats parce que tu le disais, un mec qui gagne pas, enfin on retient que les grands tours. Oui. Tu l'as dit, effectivement, on retient ce maillot de meilleur jeune sur les routes de la Vuelta et surtout cette 5e place au classement général. Mais avant cela, il y avait eu quand même la victoire sur le Sibiu Cycling Tour. On va me dire c'est que le Sibiu, mais enfin quand même. Une gagne, c'est une gagne. Une gagne, c'est une gagne. Il termine 9e du classement général du Tour des Alpes, 11e du Tour de Catalogne.
ce qui est quand même pas dégueu. Donc voilà, Mathieu Riccitello, 23 ans, c'était vraiment une saison pleine de sa part, et on a hâte de voir ce que ça va donner, avec les moyens qu'il y a chez Decathlon CMA CGM pour le faire grandir. Il va bénéficier de tout ce qu'on met en place dans cette équipe pour faire grandir les jeunes, et c'est ce qui est intéressant. Oui, puis tu vois, sur ce que tu viens de dire, là, c'est un petit peu à l'image d'un Paul Sexas, c'est-à-dire que voilà, on va chercher 9e, 11e, et puis poum, grosse fin de saison. Donc là, c'est des coureurs qui ont coupé, qui ont passé un hiver avec un capital confiance énorme, qui peuvent capitaliser sur leur fin de saison où ils ne sont pas cramés, parce que quand tu sors comme Paul qui fait 7e du Lombardie, j'ai envie de te dire, il a même fait le Tour des Alpes, la 400 et quelques bornes, d'ailleurs on l'avait vu sur Strava, d'ailleurs c'était dans Bistro Vélo. Donc c'est des coureurs qui partent en vacances, l'esprit libéré et qui ont qu'une hâte, c'est revenir. Donc Riccitello est dans cette démarche-là. Ouais, il me tarde aussi de le voir. Mais toi, si tu ne me l'avais pas dit, jamais j'aurais cité Riccitello. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais c'est là, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça cet hiver. Parfait. Je pense qu'on a tout dit, Seb. On est complet. On est bien. On est bien sur l'équipe Decathlon CMA CGM. Résultat, tiens, petite question. Avant de faire la petite griffe. Avant la petite griffe. Avant la petite griffe, tu la mets combien au classement des équipes au niveau de points UCI à la fin de la saison, cette équipe Decathlon CMA CGM? Tu la places combien? Selon toi, 2026, ça va être, je sais pas, l'équipe numéro 1, l'équipe numéro 2, l'équipe numéro 3, décevante équipe numéro 7. Tu la vas terminer combien au classement des équipes à l'issue de la saison? 4e. Derrière? UAE, Visma, Lidl. 4e. Ouais. UAE tu mets Red Bull Boransgro derrière? Ouais. Ok. Ouais. UAE, Visma, Lidl, Decathlon. Ouais, Red Bull 5, à regarder encore un petit peu les équipes peut-être, mais... T'as oublié Ineos. Ineos, exact. Ineos 5 et Red Bull 6. Ouais. Bon, on en reparlera dans une prochaine, mais c'est intéressant, 4e. Ouais. Maintenant, vous allez jouer avec nous. Regardez, le principe, il est simple. Pour chaque équipe, vous allez préparer ceci. Alors, c'est pas très très lisible. Nous, on a l'écran au-dessus. C'est pour ça qu'on guette au-dessus. C'est pour ça qu'on guette un peu au-dessus. On a ce qu'on appelle le retour, qui est juste là. Ici, c'est le nombre de victoires. Donc, pour chaque équipe, Steve, il va falloir que l'on pronostique le nombre de victoires à l'issue de la saison 2026. En dessous, la victoire marquante. J'ai bien dit la. Tu vois? Genre, tu me dis, je sais pas moi, pour Decathlon CMA CGM, tu me dis la victoire de la saison, c'est que ça se remporte Liège-Bastogne-Liège. Tu vois? Genre le truc de ouf. Tu vois, vraiment celle qu'on retiendra. Et enfin, en dernier, la révélation, le coureur à suivre, celui sur qui tu vas avoir un regard particulier cette saison. Le nombre de victoires à l'année, Allez, on y va. T'es prêt? Et vous pouvez jouer chez vous. Un bout de nappe, un bout de tissu, un mouchoir, le téléphone même si vous voulez. Et évidemment, on ressortira ça à la fin de la saison. Nombre de victoires. Nombre de victoires. C'est dur ça. Hein. Non, c'est pas dur. Attends, c'est paf. On sait qui va gagner, combien de gagne. Tac, je t'en ai déjà donné quasiment 12 de Olaf Koy. Donc t'as pas intérêt de mettre moins. Ouais, ben après, Ils ont perdu Geoffrey Bouchard. Hein. Ils ont perdu Dorian Godon. Ils ont perdu Bruno Armirail. Donc ça fait quand même. Allez. Là j'en ai un bon. Et le coureur à suivre? Ouais, le coureur à suivre. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est dur. Hein. Non, c'est très très bien. Après, dur, faut pas mettre coureur à suivre Sexas, parce que tout le monde va nous mettre Sexas. Faut qu'on ait un petit peu de suspense, non, pour... Allez, je vais mettre... je vais mettre lui, parce que je l'adore. Alors parfois on fait un peu du cinéma en télé ou choses comme ça, on se concerte et puis on fait genre « Ah bah t'as mis ça, je m'attendais pas ». Là c'est promis, on n'a pas triché, on s'est rien dit. Déjà il a fallu expliquer les règles à Steve, savoir ce qu'est... Déjà ça a mis du temps, on n'allait pas en plus se concerter pour les réponses. Le coureur à suivre, tu te rappelles de tout l'effectif? Oui. Oui. Moi je l'ai plus en tête tout l'effectif, mais je l'ai sous les yeux quelque part. Bon allez... On peut faire je sais qui tu vas mettre en plus en coureur. On peut faire fonctionner l'affect. Oui, bah je sais très bien que tu vas mettre un cyclocrossman. Si t'as pas mis Léo Bizio, c'est que t'es J'ai pas mis Léo. Non, je voulais le mettre. J'avoue, Léo, je voulais te mettre. Mais je t'ai pas mis parce que tu m'as bien charrié cet hiver. Donc j'ai pas mis non plus Aubin Sparfel, non, qui est encore dans la Dévo d'ailleurs. Hein. Le truc, c'est que mettre Riccitello, pour l'instant, on sait juste qu'il va à la Vuelta, on sait pas ce qu'il va faire avant. Allez, lance-toi là. T'es prêt? Allez. 1, 2, 3.
Alors, Combien de victoires? 28 28? 28 victoires. Mais ils en ont fait 26 cette année. Eh ben 2 de plus. T'es bien. 28. Ah ouais, alors moi, 42. Pas mal. Ouais, j'ai mis 42 victoires. T'as mis quoi comme Alors, course? j'ai mis la victoire que je vais retenir, c'est le championnat de France de contre-la-montre et c'est Paul Sexas qui va gagner le France de chrono. Ah, moi j'ai mis que Sexas, il allait gagner l'Estrade Bianchi. Tu prends des gros risques. Ouais, je prends des gros risques, mais tu vois, la première grosse victoire, paf, Strade Bianchi, Paul Sexas. Et le coureur à suivre? Et pour moi, on a parlé des classiques, on a parlé de Tish Benoît. Il y a un coureur qui marche très bien sur les classiques, qui a besoin d'être entouré, qui marche très très fort et qui est très jeune, c'est Pierre Gautra. Alors, il y a un peu d'affect. Ah, pas mal. Il y a un peu d'affect. Ouais, mais c'est pas mal. Parce que je l'aime bien, parce que Pierre, il adore les classiques, mais je pense que c'est un coureur qui va encore nous surprendre. pas mal, c'est pas mal. J'espère qu'il va moins secouer la cabane cette année, parce qu'il la secoue pas mal. C'est pas mal. Moi j'ai mis Paul Sexas, parce que t'avais dit on met pas Sexas. Donc tu l'as mis exprès. Bah non, mais franchement, non, mais comment ne pas être hypé par Paul Sexas? Enfin, quand tu vois ce qu'il a montré, podium aux Europes, 7e en Lombardie, ce qu'il fait au Dauphiné. Pour être totalement honnête, j'ai tellement envie qu'on lui foute la paix à Paul Et je Sexas. sais, mais moi aussi, mais j'ai quand même envie de le suivre. Genre, je suis trop excité de voir comment il va fonctionner cette année, comment il va être. Et puis rappelle-toi, il est venu dans Bistro Vélo, on avait passé un super moment et il est top. Et donc, en fait, il y a longtemps qu'on n'a pas eu autant d'espoir comme ça sur un coureur. Donc oui, il faut lui foutre la paix, je suis d'accord avec toi. Mais en même temps, comment ne pas être ultra hypé par ce gars? Non mais clairement, et puis là où en plus il a tout compris, surtout en fin de saison, on l'a vu avec les championnats d'Europe, les championnats du monde, il a su très très bien gérer justement la pression médiatique tout autour. C'est vrai. C'était un petit peu la question, tu sais l'année dernière on s'était posé par rapport à Paul Sexas, de dire ok aller sur le tour, mais il n'y a pas que la dimension physique, il y a aussi la dimension médiatique. Les propos de Thomas Vauclair avaient été énormissimes et il a très très bien joué le jeu après les mondiaux pour rester concentré, pour aller jusqu'au championnat d'Europe. Derrière, malgré la pression du truc, ouais tu vas aller au Lombardie avec ce que tu as fait, il a encore marché en Lombardie. J'ai l'impression que c'est un champion. Il sait gérer tout ça. Donc oui, on est hypé évidemment. J'allais dire, il faut qu'on fasse une petite photo avec ce qu'on a pris comme note, mais bon, comme tu viens de balancer ta fiche, on oublie. Poubelle. Poubelle. Non, mais par contre, c'est enregistré. Et Seb, il a déjà fait la petite capture. Merci beaucoup, Steve. De rien. Et demain, une nouvelle petite pastille, une nouvelle petite vidéo. On verra ce que le tirage au sort nous réserve. J'espère que ce format vous plaît. Et on va faire comme ça avec les 18 équipes du World Tour. On va se retrouver comme ça tous les jours jusqu'au 31 janvier inclus, puisque le 1er février, ce sera le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise. Donc il n'y aura pas de vidéo. Mais voilà, une petite vidéo comme ça par jour. Rendez-vous demain pour une autre vidéo. Avec plaisir. N'hésitez pas à commenter en dessous, à donner vous aussi vos chiffres, à vous abonner également à la chaîne YouTube d'Eurosport. Et puis, t'es chaud là? Il en reste 17. Hein. Pas de problème. Et un peu plus parce qu'on va faire les comptes pro. Allez, à demain pour une vidéo. Ciao.